tous pour votre fidélité et bienvenue à nos invités. Ce soir, je vous propose une rentrée pleine de douceur et de zénitude, cap sur le cœur de la ville d'Évry et un endroit étonnant, le jardin intérieur. Alors un jardin pour qui, pourquoi et qui trouve-t-on? Réponse tout de suite avec nos invités. Alors, on commence avec Joseph Nouvelon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Vous êtes président du jardin intérieur. Également avec nous ce soir Thierry Sobrecase. Vous êtes quant à vous responsable pédagogique du jardin intérieur. C'est un petit oui? Oui. Ça vous va comme définition? Oui, ça va, parce qu'on n'a pas de titre officiel au jardin intérieur. On a chacun nos activités. Vous allez nous expliquer quelle est la vôtre. Et également avec nous, Pascal Renaud. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Quant à vous, vous êtes psychogénéalogiste. Alors vous intervenez dans ce calendrier, dans tout ce que propose le jardin intérieur et vous nous expliquerez tout à l'heure de quelle manière. Alors on va commencer avec vous, Monsieur le Président, Joseph Nouvelon. Je disais 20 ans que Téléson existe. Le jardin intérieur, ça fait combien de temps? Un peu plus, en fait, au moins sur le plan de l'idée. Alors, repère, hein, l'idée de Ville Nouvelle est née au milieu des années 60. Le chantier sur Évry a commencé vers 69-70. Le centre commercial L'Agora ont été ouvert en 1974, avec la création du premier quartier qu'on appelait à ce moment-là Évrien, qui sont devenus les Pyramides. Oui. Et c'est à ce moment-là, dans les années 77-78, qu'un certain nombre d'habitants se sont réunis, ont vu voyant grandir cette ville dans le béton, dans tout un chantier qui les effrayait un petit peu, se sont dit, il faut que quelque part, nous créons un lieu de sérénité, un lieu de silence. Et on faisait une comparaison avec ce qu'était, on s'en faisait pas toujours une idée très exacte, avec les béguinages en Belgique ou dans les pays du Nord, ce lieu de silence dans le brouhaha de la ville. Et c'est comme ça que l'idée d'un jardin intérieur est née. Alors je propose tout de suite, si vous permettez, Monsieur Nouvelon, on va regarder un reportage pour bien comprendre de quoi il s'agit, puis après on reviendra évidemment après le reportage sur l'esprit des lieux. On regarde ce reportage d'Amélie Patéron. On se retrouve juste après. Nous sommes en plein cœur d'Évry, à 2 pas du centre commercial. Loin du tumulte et de l'agitation de la ville, une grande porte ajourée laisse entrevoir un lieu étonnant et inattendu, le jardin intérieur. Un lieu de calme et de silence où l'on vient se reposer, se recueillir, méditer, lors d'un cours, d'un week-end ou pour quelques instants. Chacun est invité à laisser le temps d'une pause, le temps d'une respiration, ses lourdeurs et parfois ses chaussures, pour rentrer dans la pratique, comme ici lors de ce cours de respiration consciente, une respiration psychocorporelle qui permet de relâcher les tensions de notre quotidien. On respire de façon continuelle, donc c'est... Et ça, on fait pas ça d'habitude, donc on a vraiment le double, sinon le triple d'oxygène en respirant comme ça. Moi, je l'enseigne dans la technique, dans mes séminaires, mais moi, j'ai pris l'habitude de respirer comme ça tout le temps. Surtout si vous êtes dans une impasse émotionnelle ou dans un moment de stress dans la journée, ça suffit de faire 2-3 fois et vous êtes à nouveau, comme puis-je dire, maître, voilà, de ce qui se passe. Atelier d'écriture, tai chi chuan, qigong, sophrologie, psychogénéalogie, la palette d'activités de mieux-être et de développement personnel est large. C'est une oasis de paix. Là, c'est vraiment magnifique de travailler ici parce qu'il y a les énergies de toutes les autres personnes aussi qui travaillent. Et en plus, regardez, hein, dehors, c'est magnifique. C'est vraiment le jardin à l'intérieur d'Évry qui reflète, si vous voulez, le jardin de toutes les personnes qui animent le jardin intérieur de chacune des personnes qui sont là. Ici, dans ce magnifique jardin arboré aux essences d'arbres variés, tout invite au calme intérieur et à l'observation. La Ligue pour la protection des oiseaux propose des séances de découverte autour de la fabrication d'un nichoir et l'association Les Petits Débrouillards anime des ateliers sur le thème de la biodiversité. Une pause précieuse et simple avant de repartir plus léger et plus centré dans le tumulte de la ville. Voilà, alors c'est vrai que voir en image, on comprend mieux l'esprit du lieu, mais avant de parler des jardins,
actuelle. On va revenir un petit peu en arrière, si vous voulez bien, avec vous, monsieur Nouvelon. Donc, on l'a dit, ça a été pensé finalement avec la ville. En même temps que la ville se construisait, c'était l'idée de garder comme ça une espèce de havre de paix, quelque chose un havre de silence. C'était au début un jardin du silence, où il ne se passait rien d'ailleurs. D'accord. Simplement, on accueillait des gens. D'accord. Donc l'idée s'est transportée de ce quartier des Pyramides vers le centre-ville où il est actuellement. Et c'est avec la complicité d'un des cadres de l'établissement public que ce terrain, qui fait à peu près 450-500 mètres carrés, a été choisi et qu'une maison y a été construite pour accueillir nos activités. Alors pendant quelques années, nous avons simplement tenu des permanences où les gens venaient se ressourcer, se recueillir en quelque sorte. Et puis, gérer le vide, ce n'est pas très facile, notamment sur le long terme. Et l'idée nous est venue de créer des activités tournant autour du développement personnel. Et c'est là que j'ai trouvé un certain nombre de complicités, dont Thierry, dont les personnes qui sont ici ce soir, pour développer ces activités qui soient véritablement en correspondance avec cet esprit des lieux. L'esprit des lieux, c'est la recherche intérieure, l'apaisement, et non exempt d'une certaine recherche de spiritualité également. Et c'est tout cet esprit qu'on essaie de maintenir et de développer. Alors le jardin appartient à la communauté d'agglomération de la Ville Nouvelle, qui nous en confie la gestion. Parfait. Alors on l'a vu, beaucoup d'activités proposées. Thierry Sobrecas, vous savez de quoi vous parlez. On va voir avec vous de quoi il s'agit. Qui pousse les portes du jardin intérieur? Est-ce que c'est des gens d'Évry, des jeunes, des moins jeunes? Comment ça se passe? Alors en général, en moyenne, d'après un peu les statistiques qu'on a au jardin intérieur, principalement un public féminin. Principalement, pas très étonnée. Oui, principalement les femmes sont intéressées. Et c'est des gens des alentours, les gens. Il y a beaucoup de gens d'Évry, Évry, toute la Ville Nouvelle, Évry, Courcouronnes, Ris-Orangis. Bondoufle aussi. Il y a aussi des personnes qui viennent de très loin. J'ai des personnes qui viennent de Fontainebleau, il y a des personnes qui viennent de Paris, ça arrive parce que ça nous arrive de faire aussi des conférences, des ateliers conférences, expositions. Et là, comme on a un site internet, effectivement, on arrive à avoir des personnes qui viennent de la région de l'Essonne et bien au-delà, puisqu'on a le 77, Paris, le 94 aussi. Alors moi, je ne connaissais pas ce lieu avant de faire ce reportage. Et puis je me suis demandé si finalement les gens d'Évry, puisque c'est tellement protégé, caché, niché comme ça, est-ce que les gens qui habitent juste à côté connaissent ce lieu? Ou est-ce que vous communiquez autour de ça? Ou vous avez des problèmes pour vous faire connaître? Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on ne cherche pas spécialement à se faire connaître. Je pense que c'est les personnes qui passent dans le coin, dans le quartier, voient le jardin intérieur, voient les petites affiches et viennent découvrir. On fait des journées portes ouvertes et il y a ces fameux ateliers conférences qui font que ça permet d'ouvrir le jardin aux activités aussi. Mais je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent le quartier. La plupart m'ont dit, mais moi ça fait 20 ans que j'habite ce coin-là, je passe devant, je n'avais même pas vu le jardin, ils n'avaient pas vu la porte. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a un côté sauvage qui fait que ça garde aussi toute cette intimité. Le but, c'est pas non plus d'en faire un square ouvert en permanence, mais d'en faire un lieu, comme disait Joseph, un lieu aussi de silence, de méditation, de retour sur soi. Voilà, donc c'est vrai que... Alors vous l'avez dit, méditation, alors le reportage aussi a précisé, on y trouve des cours de sophrologie, de psychogénéalogie, d'écriture, de qigong, de tai chi, enfin la palette est large, on oublie certainement. Eh bien, tout à l'heure j'ai fait un peu le point avant de venir quand même. Il y a grosso modo actuellement 11 activités, c'est-à-dire qu'il y a du yoga, et on a deux professeurs de yoga qui animent à tour de rôle donc, des cours, avec chacun leur spécificité. Il y a de la sophrologie. Il y a de la relaxation, la respiration consciente qu'on a vu tout à l'heure avec Maria là, sur le film. On a du setai, c'est une pratique japonaise très très rare. Il y a très très peu de gens qui enseignent le setai, sur Paris principalement, mais très peu C'est-à-dire en 2 mots, le setai? C'est une forme de gymnastique énergétique mais japonaise et non chinoise comme le qigong. Parce que le qigong c'est quelque chose de très très précis puisque moi j'enseigne effectivement le qigong, le tai chi et la calligraphie chinoise. Donc il y a aussi des ateliers de mandala. Alors, tout à l'heure, je pense que Pascal nous en parlera, de psychogénéalogie. On a aussi donc des ateliers d'écriture. Et puis, comme je disais, donc les fameuses expositions-conférences qui ont lieu normalement. Alors, c'est pas systématique, mais normalement, c'est tous les 2e week-ends du mois. D'accord. Alors, évidemment aussi un site internet très complet. On va donner l'adresse, on la redonnera en fin d'émission pour ne pas hésiter à aller glaner toutes sortes d'informations. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Thierry, vous êtes
entre autres professeur de Qigong, hein, parce que vous avez beaucoup d'activités à votre actif. Mais on va s'attarder sur le Qigong, puisque l'année dernière, on vous a filmé dans un autre endroit, puisque vous ne dispensez pas que des cours dans le jardin intérieur. C'était précisément à Saint-Michel-sur-Orge. On regarde le reportage, on va se faire une idée plus précise pour ceux qui ne connaissent pas de ce que c'est, puis on en reparle après. Le terme Qigong est contemporain, mais la discipline est très ancienne. Créé il y a 5000 ans, cet art est issu de la médecine chinoise. Le Qi, c'est le souffle, la vapeur, l'énergie. Le Kong désigne l'exercice, la discipline. Cet art, c'est donc le travail, la maîtrise du souffle dans le corps humain. Objectif, réparer l'équilibre entre les énergies des différents organes. Chaque saison a son lien avec l'organe et l'entraille. C'est-à-dire que quand on travaille l'automne, là on est en automne, donc les exercices sont directement en lien avec les poumons et le gros intestin. Après, en hiver, on va travailler sur la vessie et les reins. Au printemps, on va travailler sur le foie, la vésicule biliaire. Pour parvenir à une harmonie du geste et du souffle, la respiration doit être parfaitement contrôlée. Les mouvements ne doivent plus être mécaniques mais bel et bien organiques. Pour cela, le professeur utilise un lexique bien particulier. C'est un vocabulaire très poétique justement, effectivement. On retrouve les nuages, on retrouve le dragon qui plonge dans la mer, la grue qui prend son envol. C'est vrai qu'il y a un rapport avec la nature, avec les éléments de la nature, très poétique, c'est très beau. C'est la 7e séance des élèves de ce matin. L'équilibre s'installe, il y a moins de problèmes de concentration. Ils prennent conscience de leur schéma corporel. Le Qigong m'apporte énormément de bien-être et me sert même dans la vie courante pour prendre du recul. Relaxation mentale, assouplissement corporel, le Qigong est une voie vers l'épanouissement personnel. Une vraie source de jouvence qui apporte tonus et souplesse. Un art de vivre qui, dit-on, ralentit même le vieillissement. Voilà, alors c'est bien effectivement de voir en image à quoi ça ressemble. Pour ceux qui ont envie de creuser, évidemment, ne vous gênez pas, il y a plein d'infos disponibles partout. Et puis j'ai lu, moi, quelque part, que donc le Qigong, art énergétique chinois, reconnu par le ministère de la Santé et des Sports. Donc de quoi peut-être rassurer les plus sceptiques, s'il y a des gens qui disent mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est-à-dire que réellement, il y a quoi Alors il y a une fédération française, délégataire de l'État, qui s'appelle la Fédération française de Wushu, arts énergétiques et martiaux chinois, qui elle donc est délégataire de l'État du ministère des Sports. Il y a un diplôme maintenant, un diplôme d'État qui est en place depuis janvier 2009, dont d'ailleurs je suis en formation, parce que c'est la première session. Et ça nous permet effectivement d'avoir on pourrait dire vraiment une référence et puis une reconnaissance de l'État. Donc ce qui nous permet à nous aussi, professeurs, de pouvoir intégrer aussi des institutions comme les maisons de retraite, les hôpitaux. Ce qui est votre cas. Voilà, ce qui est mon cas. Mais ça permet aussi aux personnes qui viennent faire du Qigong, enfin aux pratiquants, d'avoir aussi une certaine confiance. Parce que pourquoi le ministère est vaste et le ministère à un moment donné s'est intéressé. Voilà, il a fallu mettre de l'ordre. Effectivement, c'était important parce que la pratique du Qigong est quand même liée à la médecine traditionnelle chinoise et donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut savoir de quoi on parle. Alors voilà. on va enchaîner aussi avec Pascal Reynaud. Donc je disais, vous intervenez vous aussi dans cette maison et vous dispensez des cours de psychogénéalogie. Alors psycho, on connaît, généalogie, on connaît aussi. Les deux, peut-être moins. Expliquez-nous de quoi s'agit-il ? Alors, donc, c'est une façon de mettre en lien la généalogie. Donc, on travaille réellement sur l'histoire, sur les papiers, on mène une enquête. L'histoire familiale. L'histoire familiale, voilà. L'histoire familiale également dans le cadre de l'histoire avec un grand H. Parce que tout ce qu'ont vécu nos ancêtres continue à avoir un sens pour nous. Alors, un sens parfois difficile qui nous empêche de nous réaliser concrètement. Donc on travaille sur notre famille, la famille dans l'histoire, pour pouvoir trouver nos limites et les dépasser. Et les gens qui viennent vous voir, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose à creuser, à comprendre pour mieux avancer Surtout, ils sont souvent empêchés. Ils viennent me voir quand ça ne va pas. Donc empêchés dans le travail, empêchés dans l'amour, empêchés dans tout un tas de choses. Et on va essayer de décrypter, de comprendre que ce n'est pas eux qui font blocage souvent, mais la généalogie en amont. Par exemple, sur les couples, on peut dire qu'il y a beaucoup de couples qui sont en difficulté aujourd'hui à cause des guerres, quand les hommes sont partis faire les guerres en 14, ne sont pas revenus. Donc les femmes sont restées seules,
avec Alors leurs ça peut enfants. paraître un raccourci, mais en fait, ça a été vraiment c'est le travail finalement d'une enquête personnelle que vous accompagnez. C'est la Exactement, personne qui oui. va chercher elle-même ces informations. Oui, parce que dans l'inconscient, dans notre inconscient, l'arbre généalogique est vivant. On pense que le passé est passé. Non, le passé est vivant en nous. Donc on va essayer de comprendre en quoi il nous limite et pourquoi il faut absolument se dégager de ces influences du passé. Donc, en fouillant dans le passé, on va vraiment vers l'avenir. C'est pas du tout une régression. Donc c'est une démarche positive, bien ancrée dans Totalement le positive. présent. Oui. Alors en parlant de présent, parce que malheureusement le temps passe Oui. vite, donc une activité que vous allez donc dispenser tout au long de l'année dans cette maison, donc des informations sur Internet. Et puis on va finir, si vous voulez bien, avec vous, Monsieur Nouvelon, pour une minute nous parler de l'organisation de ce jardin. Elle repose sur le principe que chaque responsable organise sa propre activité et que collectivement nous gérons cet espace. C'est-à-dire que nous choisissons ceux qui viennent intervenir et après avoir analysé leur projet, Ça, et c'est puis important à préciser, nous organisons cette activité ensemble. Et je crois qu'on a trouvé une formule qui est très équilibrée et qui permet actuellement à ce lieu de vivre et de bien se développer. Parce que ça a l'air de rien, mais quand on parle de ces activités que certains connaissent, certains sont convaincus et adeptes, d'autres sont interrogatifs, il s'agit aussi pour vous de prendre des intervenants qui sont sérieux. C'est quelque chose aussi, un gage, quelque chose d'important pour vous. Très important. Le conseil d'administration, d'ailleurs, décide de Tout à fait. la qualité aussi. On fait attention. Donc il nous est arrivé de refuser des activités parce qu'il y avait des paraissez relents un de peu sectarisme, par fantaisiste, exemple. Et donc là-dessus, nous sommes extrêmement vigilants. Et moi, je ne participe pas directement aux activités, mais je me sens moralement responsable de tout cela. Très bien, écoutez, merci à vous trois pour ces explications. Donc on a vu les images, un site internet, n'hésitez pas à le consulter pour avoir toutes sortes d'informations. Puis on va finir avec un ouvrage donc de Pascal Reynaud sur la psychogénéalogie, sur la piste de nos ancêtres aux éditions d'Hervy. Donc encore une fois pour ceux qui ont envie de creuser l'affaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous retrouve vendredi avec plaisir pour un tout autre sujet, c'est la rentrée scolaire et je recevrai l'inspecteur d'académie. Voilà, bonsoir.